Thomas de Bâtisse est un homme en colère. Il vient de passer 1 an en prison pour le meurtre de sa compagne. Si je suis ici, c'est pour dire toute la vérité sans filtre. Pendant 1 an, il n'a été dit que des horreurs, il n'y a eu que des informations biaisées, il n'y a eu que des mensonges. Aujourd'hui, je suis sorti de prison, j'ai été acquitté, j'ai été innocenté. Et pour moi, c'est intolérable de me dire qu'il y a encore des gens qui peuvent croire le contraire. La compagne de Thomas, Emmanuelle Badibanga, est décédée le 27 avril 2021 à l'âge de 32 ans. Le drame s'est joué dans cette chambre d'un palace des Seychelles. Emmanuelle a été retrouvée pendue à la patère de la salle de bain. Sa famille continue d'accuser Thomas de Bâtisse malgré son acquittement, convaincu qu'il a maquillé son meurtre en suicide. J'ai vécu vraiment le verdict comme une énorme injustice. Je pense qu'elle n'a pas supporté qu'elle le quitte parce qu'il a quand même beaucoup d'ego. Ma famille, les amis, on souhaiterait qu'il soit jugé en France. Thomas de Bâtisse est un street artiste niçois de 35 ans. Connu sous le nom d'Autom, il est célèbre pour ses portraits de personnalités engagées. Passionné de BMX, de graphe, il sillonne les événements en France et dans le monde pour y promouvoir son art. Ah bon, t'as commencé? Bien sûr, j'ai commencé. Non, bah allez. Mais là, attends. Go. Emmanuelle, elle, vivait sur la Côte d'Azur et tenait un lieu d'exposition à Nice. Elle rencontre Thomas juste avant le premier confinement lors d'un vernissage. Dépeinte comme solaire, joyeuse et drôle, Emmanuelle était la cadette d'une famille très pieuse, née d'un père pédiatre et d'une mère employée de mairie. Il y a 1 an, Thomas de Bâtisse est invité aux Seychelles pour l'inauguration du Club Med sur l'île Sainte-Anne. Il doit réaliser une fresque sur l'un des murs du village. Et plutôt que de percevoir un salaire, il demande à venir accompagner d'Emmanuelle, avec qui il est en couple depuis 11 mois. On vit vraiment des vacances, quasiment une lune de miel, quoi, hein, tout simplement. Voilà, l'hôtel est paradisiaque, l'île est paradisiaque, le décor est magnifique. On fait des excursions sur l'île de la Tortue. Donc on rencontre les grosses tortues de terre géantes, etc. On se balade, on se baigne. Enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Et il y a aucun problème, en fait, entre nous, quoi. Pourtant, Emmanuelle reproche à Thomas de se montrer trop charmeur avec les danseuses du club. Et des disputes éclatent. Le 27 avril 2021, après une nouvelle altercation, Emmanuelle se serait refermée sur elle-même et aurait refusé de quitter sa chambre. Thomas décide alors de la rejoindre dans leur bungalow pour faire la paix. Je veux lui faire une surprise, donc je passe par la véranda. Et j'arrive et je vois qu'en fait la véranda est fermée, les rideaux tirés et pas de lumière à l'intérieur. Puis je regarde, en fait, entre les 2 rideaux tirés, il y a un petit passage. Je regarde. Et puis sur le mur en face, direct en face de la baie vitrée, j'aperçois un corps debout contre le mur, dans une position étrange. Puis en fait, j'ai compris, quoi. J'ai compris de suite. Instantanément, j'ai couru de l'autre côté, j'ai ouvert la porte et je l'ai retrouvé pendu au porte-peignoir, en fait, de la salle de bain. Et là, je la décroche du mur et je l'allonge par terre. Pardon. Je l'allonge par terre, je dénoue l'écharpe qu'elle a utilisée, je la dénoue autour de son cou,
Et je commence à essayer de faire un massage cardiaque, mais je me rends absolument compte que de toute façon, je ne sais pas faire ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc, instantanément, j'ouvre la porte et j'appelle à l'aide directement et je hurle à plein poumon à l'aide, help, help, du plus fort que je peux. Les secours ne peuvent rien faire. Emmanuel est déjà décédé à leur arrivée. Une autopsie doit être réalisée, mais le légiste a contracté le Covid. Il faut attendre 15 jours. Thomas décide donc de rester sur l'île. Impensable pour lui de rentrer sans le corps d'Emmanuel. Durant l'attente, il peint le visage de son amour perdu sur un mur abandonné. 3 jours plus tard, des policiers lui demandent de les suivre au commissariat. Ils me font rentrer au commissariat, dans leur bureau, ils m'installent. Il y a un policier qui s'installe et puis qui fait bon, maintenant faut que t'avoues, t'as tué ta femme, t'as tué ta femme, t'as tué ta femme. Là, je fais comment ça? Non. Et là, en fait, le commissariat se remplit là, et puis ils se mettent à 5 autour de moi. Avoue, t'as tué ta femme, dis-le nous, dis-le nous. Moi, je tombais des nues, quoi. Je dis, mais ça va pas, vous êtes fous. Je dis, mais attendez, j'étais avec telle personne. Je veux dire, vous avez les caméras de sécurité, vous regardez, vous allez bien voir, quoi, que j'étais pas dans la chambre à aucun moment. Mais vraiment, je tombe des nues. Et en fait, ils me regardent droit dans les yeux et ils me disent, les caméras et les témoins, on s'en fout. T'es coupable. Thomas est placé en garde à vue pour 7 jours. L'accusation vient du médecin légiste local, le docteur Ramirez. Depuis son lit d'hôpital où il se soigne du Covid, il reçoit les enquêteurs qui lui présentent 2 photos du corps d'Emmanuel. Et sur la base de ces 2 photos, sans aucun examen du corps, sans aucune analyse, sans aucun rapport ADN, sans rien, il en conclut de façon sensitive, un peu magique, qu'il s'agit d'un étranglement et pas d'une pendaison. Et c'est lui qui dit à la police « arrêtez-le ». Le rapport sera ensuite déposé, donc, une fois l'autopsie réalisée, il évoque des traces de coups qui auraient été portées avant la mort, il évoque un viol, puis un étranglement et éventuellement une pendaison qui aurait eu pour but de maquiller le crime en suicide. Un rapport accablant. Selon le légiste, la gorge d'Emmanuel présente une fracture typique en cas d'étranglement, celle d'un petit os de la trachée d'une taille de 2 mm. La justice française ouvre aussi une enquête pour homicide volontaire par conjoint et en juin 2021 ordonne une seconde autopsie. Les conclusions sont sans appel. Elles discréditent complètement le médecin séchellois. Les médecins français se sont demandé comment il avait pu voir une fracture aussi petite, sans examen microscopique, sans radio, sans scanner et surtout sans dissection. C'est-à-dire qu'il n'avait pas disséqué cet os. Et malgré tout, il décrivait une fracture qu'il ne pouvait pas avoir vue. Le rapport des experts français ne révèle donc aucune fracture, aucune trace de coups et blessures, aucune trace de viol. Pour eux, le suicide par pendaison ne fait aucun doute. Leur rapport est transmis à la justice séchelloise. Pourtant, Thomas de Baptiste reste en prison. Car les proches d'Emmanuel, comme sa grande sœur Magali, dressent auprès des enquêteurs le portrait du parfait suspect. Il pouvait avoir des accès de colère. On sait par exemple qu'une fois, ils se sont disputés, ils étaient sur l'autoroute et il a déposé sur une aire d'autoroute, il est parti. Il est revenu 1 heure et demie après. Ça pouvait être « Ah, mon amour, je l'adore », l'encensement total. Ou alors, il avait des petites réflexions, des fois devant tout le monde, qui étaient assez misogynes. Des fois, « Oh, la relou, oh là là, mais je plaisante ». Elle se sentait un peu ridiculisée et diminuée. La justice séchelloise est même convaincue d'avoir un mobile. Selon Ronan Le Dantec, l'un des meilleurs amis d'Emmanuel, le couple était en crise, au bord de la rupture. Emmanuel se disait excédé par l'attitude de Thomas. Sur les réseaux sociaux, il a tendance à parler avec pas mal de filles, aller chercher
la conversation. Et elle s'aperçoit qu'en fait, il a commencé à faire ça avec des gens qu'ils ont rencontrés sur le club, des danseuses. Il y a des messages qui sont envoyés, des petits clins d'œil, voilà, un petit jeu de séduction qui se met en place à son initiative à lui, qui lui plaît pas du tout. Et donc du coup, ça commence à être vraiment tendu entre les deux. Le matin de sa mort, Emmanuel lui envoie un message. On peut s'appeler quand? Faut que je vide mon sac. Pendant une conversation, elle me dit non mais en fait, attends, je te rappelle, en fait il est en face de moi, donc elle l'attendait au restaurant, en fait il est en face de moi avec les danseuses dans la piscine, en train de s'amuser. Et donc du coup, on raccroche, il s'écoule plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elle m'envoie ce message où elle me dit je le quitte. Une demi-heure plus tard, elle le rappelle. Ronan est la dernière personne à avoir parlé à Emmanuel. Et elle m'explique que donc, quand elle l'a vu, elle est allée le confronter pour lui dire que c'était pas normal, qu'il se comportait pas bien, qu'il se comportait pas bien avec les danseuses, qu'elle en avait marre d'être humiliée. Et en fait, elle lui souffle sa fumée de cigarette dans la tête. Et lui, en réaction à ça, il lui porte un coup au visage, il arrache ses lunettes, il les broie dans sa main. Et ça, en fait, pour elle, ça a été le geste de trop. Elle ne pouvait pas accepter qu'il ait levé la main sur elle, en fait. Je lui ai dit, s'il te plaît, puisque tu sais qu'il y a eu ce truc de violence, laisse-le redescendre. Ça sert à rien de se retrouver la tête éclatée contre le sol. Donc ça a été mes mots. Selon lui, ce jour-là, Emmanuel n'a jamais parlé de suicide. Elle comptait même reprendre sa vie en main. Perplexe, Ronan prend donc l'initiative d'écrire à la police séchelloise pour partager ses doutes. Thomas reconnaît les disputes et dit avoir été exaspéré par les reproches de sa compagne. Mais selon lui, le dénouement tragique de cette journée s'explique surtout par une révélation qu'Emmanuel lui a faite le matin même. Elle me dit, voilà, quand mon père est mort, quand j'étais petite, ma mère n'a pas pu s'occuper de moi à ce moment précis, elle devait faire son deuil et elle partait régulièrement en retraite religieuse. Et du coup, on m'a placé chez des amis de la famille. Pendant cette période de temps, les hommes de cette famille m'ont abusé. Donc pour moi, c'est un choc énorme. Et elle me dit, depuis ce jour-là, je ne peux plus faire confiance aux hommes. Ils m'ont détruite, ils m'ont fait du mal, on m'a fait du mal, et personne n'était là pour moi. Et j'ai pas pu en parler, j'ai jamais parlé de ça à personne, c'est la première personne à qui j'en parle. Et moi, je te considère comme l'homme de ma vie, mais malgré tout, je peux pas supporter quand tu parles à d'autres filles, etc. J'ai peur, et je peux pas te faire confiance, j'arrive pas à te faire confiance, et je sais pas comment réagir par rapport à ça. Après cette discussion, le couple semble réconcilié. Emmanuel va manger un morceau. Thomas, lui, retourne peindre sa fresque. Quelques minutes après avoir commencé à peindre mon mur, il fait chaud, ça fait depuis le début de la journée que je peins. Je me dis, je vais sauter dans la piscine qui est juste à côté. Piscine dans laquelle se trouvent les danseuses. Bon, vu les tensions, je ne m'arrête pas, je ne discute pas avec personne. Je saute, je fais un aller-retour dans la piscine. Et en fait, en arrivant au bout de la piscine, je lève les yeux et je vois Emmanuel qui est au téléphone et qui me regarde avec un regard très noir. Et là, en fait, elle explose. Elle explose, elle me dit tu te fous vraiment de ma gueule dès que je te donne mon plus gros secret, dès que je tourne le dos, tu retournes nager avec ces putes, tu te fous vraiment de ma gueule, etc. Et en fait, elle tire une latte sur sa cigarette et elle me projette la fumée de cigarette dans le visage, ce que je supporte pas. Et bêtement, dans un élan stupide, je lui prends les lunettes qu'elle avait sur elle et je lui casse ses lunettes. Pourquoi vous faites ça ? De la même manière qu'on pourrait claquer une porte, quoi. C'est une manière pour moi de montrer ma douleur, quoi, l'injustice. Et en fait, moi, je lui dis, si je viens aux Seychelles avec toi, c'est quand même pour passer du temps avec toi et qu'on soit heureux. C'est pas pour aller draguer d'autres nanas. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Là, elle me dit, mais tu sais quoi, ton argent, tes voyages, tout ça, j'en ai rien à faire, puisque c'est comme ça que je vais me suicider. Et moi, à ce moment-là, en fait, je lui ris au nez, quoi. Je veux dire, du chantage au suicide,
Pour moi, c'était ridicule. Donc, je dis, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et je l'envoie chier, en fait, tout simplement. Voilà, notre dispute a été l'élément déclencheur de ça. Donc, moi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, je l'assume. Mais ouais, ça fait de moi un idiot, mais ça fait pas de moi un meurtrier, quoi. Pourtant, en mars 2022, Thomas de Baptiste comparaît pour meurtre devant la Cour suprême des Seychelles. Là-bas, le meurtre est puni d'une peine unique, la réclusion à perpétuité. Le procès, le plus long de l'histoire de l'île, dure 2 mois. Au fil des débats, l'accusation s'effondre. Curieusement, le médecin légiste local, auteur du premier rapport d'autopsie, quitte le pays avant la fin du procès. Un faux témoin à charge est pris en flagrant délit de mensonge. Face aux images de vidéosurveillance et aux témoignages des légistes français, les jurés concluent à l'innocence de Thomas de Baptiste et l'acquittent à 6 voix contre 2. Vous voulez dire un petit mot, c'est Baptiste? Fin de l'humiliation. Bah, je me dis que c'est la fin de l'humiliation, mais que ça me ramènera pas ma femme. Et que peu importe que ça m'ait pris 1 an, que ça ait pris 1 an de prison, etc. Je veux dire, c'est pas une fête, c'est pas du bonheur de rentrer. C'est bien, je suis soulagé, mais c'est normal en fait. Et j'aurais jamais dû être dans cette dans ce cauchemar. Ils m'ont enlevé mon deuil, ils m'ont enlevé le droit de donner un dernier hommage, d'assister aux funérailles de ma femme, de lui rendre hommage comme elle le méritait. La première chose que j'ai fait en rentrant, c'est d'aller sur sa tombe. Et la deuxième chose que j'ai faite pour l'anniversaire de sa mort, c'est de me faire une alliance, tatouer une alliance ici. Tout ce que je voulais avec elle, c'était le mariage et les enfants, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit truc pour qu'elle soit toujours là, quoi. Emmanuel Badibanga a été inhumé le 22 juin 2021 au cimetière de la Croisette à Sainte-Maxime. La semaine prochaine, sa famille a rendez-vous avec le procureur et espère apporter suffisamment d'éléments pour obtenir un nouveau procès en France.